Bon, moi j'ai une présentation avec 95 visuels, c'est-à-dire que ça peut durer 3 heures. Mais on m'a surtout dit, des dirigeants comme vous, hein, fais attention, c'est un sujet important. Nous sommes préoccupés par ce sujet. C'est un sujet sensible, c'est un sujet tabou, c'est un sujet super tabou. Donc il faut le prendre avec les pincettes. Et alors, ne sachant pas vos attentes, je ne sais pas par où le prendre. Donc, je vous propose de vous en parler de mon expérience en Égypte et en France en quelques minutes, et puis après, je verrai en fonction de vos questions, d'utiliser les documents que j'ai là. D'origine égyptienne, égyptien, donc de facto de culture musulmane. Hein, je me suis. Vous savez ce que c'est que la culture musulmane? Pratiqué, appliqué dans la vie courante, c'est IBM en fait, hein, pas la société informatique. C'est un comportement, c'est-à-dire c'est Inch'Allah, c'est-à-dire je fais en permanence référence à Dieu, et donc je ne suis pas responsable, je me remets au patron, je me remets à une autorité au-dessus. Le B c'est Bokra, c'est-à-dire demain. Demain, c'est-à-dire si j'ai un engagement et je vous dis Bokra, hein, quand on est en Égypte ou ailleurs, là, dans ces pays, ça veut dire que je ne le ferai pas en fait. Donc il n'y a pas de sens d'engagement aussi poussé qu'on peut l'avoir ici. Et le M, c'est le ma'alesh, c'est-à-dire c'est pas grave. Alors ça, c'est le feu vert permanent à l'échec, parce que je me plante, ma'alesh, voilà, on entend ça. Donc moi j'ai grandi là-dedans, je me suis soigné, donc je ne suis pas IBM, j'ai fait d'autres sociétés entre-temps, j'ai évolué. Mais c'est ça, hein, quand je dis culture musulmane, c'est essentiellement ça qui domine. Hein. Je ne m'attendais pas à avoir à traiter ce sujet ici en arrivant en France, quand je suis arrivé adolescent. Ma première expérience avec l'entrisme, puisqu'on parle de l'entrisme au sens trotskiste, hein, c'est-à-dire le noyautage d'une organisation ou d'une entité, l'entrisme islamique en entreprise, ma première expérience en fait de l'entrisme date des années 90 dans un dojo où on pratiquait le karaté avec son Provence et à ma surprise, au fond de la salle, il y avait un gars qui refusait de saluer. Vous savez que dans un dojo, on se salue à la fin tous. Il refusait. J'en avais parlé au instructeur, il m'a dit ça c'est bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Et puis quelques semaines plus tard, il y a un second et un troisième. Je dis attends, mais c'est quoi ce truc-là? Puisque l'essentiel de la pratique, c'est se saluer parce qu'on se respecte. Si certains refusent parce qu'ils sont de culture musulmane, musulmans, il y a une rupture dans l'esprit même du dojo, de la pratique des inventions. La même chose s'est passée en entreprise en 2001 lorsque un dirigeant très fier me disait tu as vu, Najat, elle m'a demandé si je pouvais mettre le voile en entreprise. Je lui ai dit oui pour me montrer qu'il était en faveur. Très bien. Je lui ai dit attends, mais c'est le début parce que moi je connais ce phénomène. C'est un phénomène qui commence en douceur et qui ensuite s'impose. Et c'est ce qui s'est passé. Il a été obligé ensuite de la sortir en entreprise 9 mois plus tard, difficilement, en difficulté, parce que de fil en aiguille, ces demandes, ces revendications religieuses se sont multipliées et commençaient à devenir gênantes en termes de production dans le fonctionnement collectif de l'entreprise. Ça, c'était donc en 2000. Là, tout récemment, j'étais en Égypte très souvent pour l'actualisation de ce sport. Donc, j'ai formé des instructeurs. J'étais confronté du haut en bas de l'échelle de la société égyptienne à fonctionner dans des endroits où les obligations religieuses sont appliquées. Dans les ministères, dans les stades, dans les clubs, dans les écoles, etc. Donc, tout mon travail était miné en permanence par les heures de prière, par le vendredi, à Ramadan, l'année dernière j'étais au Caire, c'est un décalage total, je travaillais jusqu'à 4h du matin, je réveillais à 7h, avec des gens complètement désarçonnés au niveau santé, au niveau disponibilité physique, etc., du fait du jeûne et du décalage et de la non-discipline au niveau de la nourriture. Donc j'ai à ce moment-là mesuré l'impact que ça avait dans les différentes entités. Je calculais le temps d'inertie, quand les gens partaient pour la prière, ensuite revenaient, ça coûtait 40 minutes, ça arrivait 2 fois dans la journée, parce qu'il y a 5 obligations de prière, mais il y en a 2 qui interviennent dans les horaires de travail. Et donc j'ai empilé tout ça et j'ai vu que l'impact sur l'économie égyptienne était de 30% à peu près, sur les entreprises, je parle des entreprises, je ne vais pas parler des ministères, ils sont aussi impactés, mais je parle de la productivité des entreprises, donc de 30%. Il faut savoir aujourd'hui, donc il y a certainement une part
responsabilité de ce fait vis-à-vis de la faiblesse économique du pays. Le pays est sous tutelle du FMI et l'armée actuellement finance essentiellement les grands travaux, les grandes routes, les grandes cités, mais par contre l'économie entre guillemets normale, les entreprises, elle est en panne. La preuve en est que même les Égyptiens milliardaires ne veulent pas investir dans ces entreprises qui ont perdu leur compétitivité et leur attractivité. J'ai repris mon activité en France récemment et je suis tombé sur 2-3 cas qui m'ont alerté et d'où ces ateliers, d'où cette présentation. Rapidement, ou plutôt à l'essentiel sur un cas récent, une entreprise que j'ai visitée, puisque le dirigeant m'avait été recommandé par un ami pour lui donner une motivation. Il perdait sa motivation, il manquait de projet. C'est un monsieur de 55 ans, l'entreprise est de 600 personnes et dans le transport. Donc je rencontre ce monsieur et au passage on me dit la population était beaucoup musulmane, plus de la moitié est musulmane dans cette société. Et en arrivant, on discute de choses et d'autres. À ce moment-là, à un moment donné, on parle de la population. Il me dit, voilà, on a changé le règlement, on regarde le règlement intérieur, et je suis stupéfait par la force des textes qui ont été mis pour traiter les sujets qui se présentaient, à savoir le refus de salut, le refus de service, le prosélytisme, donc ces différents aspects, et les demandes des salles de prière, les différents aspects des obligations religieuses qui se présentaient là de manière individuelle au début, puis de plus en plus collective. Donc cette entreprise-là a regardé dans les textes de loi et le droit les éléments pour faire un règlement intérieur. J'ai été impressionné par la qualité et la puissance de ces textes, très pertinents, avec des références, donc indiscutables. Et il me dit, très fier, et nous avons les cartouches qui sont prêtes. Donc ce monsieur qui était complètement à plat d'après notre ami commun, était là, fier de ça. Voilà, on quitte ce sujet, on parle de son projet, du manque de projet, de sa motivation, et un quart d'heure, 20 minutes plus tard, je reviens, je lui dis, dites-moi, mais comment s'applique le règlement que vous m'avez présenté tout à l'heure? Et à ce moment-là, il s'effondre sur son siège et il me dit, mais justement, c'est là le problème. Je dis, alors, vos cartouches, elles sont où? Ben non. Donc, à ce moment-là, la réaction était bien. Comment voulez-vous que le cadre qui a ce règlement intérieur extrêmement pertinent et puissant, qui traite tous les aspects des revendications religieuses qui abîment la production et le fonctionnement collectif de l'entreprise, il est dans son tiroir. Pourquoi voulez-vous qu'il le dégaine? Parce que s'il va le dégainer, c'est pour protéger un projet d'entreprise auquel vous-même, vous ne croyez plus. Sinon, il n'y a aucune raison de dégainer ça. Et il me dit, mais vous avez raison, mais en fait, c'est tout le COMEX qui n'a plus de projet. Il faudrait que vous rencontriez les autres membres du COMEX pour qu'on fasse le travail. Et en sortant de ce rendez-vous, il me présente le syndicaliste responsable de la CGT, et là je découvre un autre monde aussi, que sur 27 syndicalistes, il y en a 5 qui ne sont pas maghrébins ou musulmans, mais tous les autres sont maghrébins musulmans. Conséquence, me dit-il, les discussions sont terribles. Avant on arrivait à s'entendre, maintenant on n'arrive pas à s'entendre. La pression est très forte et évidemment les revendications sociales et les revendications religieuses viennent dans la foulée et c'est très difficile. Maintenant c'est devenu très difficile. Ce qui m'a beaucoup plu dans cette rencontre, c'est de voir comment le droit se place par rapport au projet d'entreprise et ce qui est possible de faire. Et c'est entre ces deux domaines que l'on peut regarder ensemble, si cela vous intéresse, voir comment endiguer, voire inverser la fatalité. C'est une fatalité parce que la démographie change et puis dans la proportion des musulmans qui sont en entreprise, vous avez des musulmans libéraux, les statistiques ont été faites à peu près une quarantaine de pourcents, et vous avez des militants qui sont une quinzaine de pourcents, ceux-là parfois sont payés par la Commission des frères musulmans, et vous avez les communautaires identitaires qui sont une quarantaine, qui se joignent tout de suite aux 15% dès qu'il y a un mouvement, dès qu'il y a quelque chose, ce qui fait que la moitié de cette population en entreprise travaille contre le fonctionnement collectif de l'entreprise. Donc voilà, quels sont les points sur lesquels vous aimeriez éventuellement que je revienne, je creuse, j'ai une batterie sur tous les aspects, d'où ça vient, l'origine de l'islam, comment ça s'est développé, l'histoire en France, les grèves, les premières salles de prière, comment les entreprises réagissent dans des modèles de réactivité, de proactivité, de soumission à soumission.
Voilà, quelles sont vos questions? Et on peut avancer à ce moment-là sur les sujets qui vous intéressent. Et les questions posées sont très concrètes. Elles reflètent l'embarras des responsables et la dégradation de la confiance dans les équipes. Surtout, elles remettent en cause la solidité de l'identité de l'entreprise, de sa vision, sa feuille de route et sa stratégie de ressources humaines. Le guide sera imprimé fin janvier et diffusé fin février 2021. Le guide est préfacé par Jean Caspar, l'ancien secrétaire général de la CFDT, celui-là même qui a porté le syndicalisme réformiste. Jean est aujourd'hui consultant en stratégie sociale.